Journée, c'est Jasé Histoire avec Simon Carreau qui est en studio. Comment ça va ce matin, Simon? Très bien, toi, Rémi? Ça va bien. Et puis là, en plus, il paraît que nos chroniques font jaser. Là, un petit peu, là, on a jasé d'Isita l'impératrice. Puis après ça, bizarrement, ça a fait jaser dans d'autres médias par après. Ça se peut-tu? Partout, on en parle. Bon, au début d'Isita, puis là, de la nouvelle histoire là, qu'elle avait caché des joyaux de la couronne d'Autriche dans une banque au Québec. Ouais. Québec, Montréal, on ne sait pas. Puis 100 ans plus tard, ses descendants pouvaient l'annoncer. Alors, ça a été fait là, la semaine dernière. Drôle d'adon. C'est comme si notre chronique avait inspiré le dévoilement de ces trésors. Mais je fais des blagues. Mais quand on a parlé aussi de Marthe et Caillot et Emma Gaudreau, il y a aussi de sa descendance qui a réagi par la suite. Oui, ça m'est arrivé quelques fois dans des chroniques que des gens de la famille écrivent là, des commentaires. Ça, c'est toujours touchant. Là. Ben oui, c'est le fun quand on voit qu'il y a des personnages marquants qui sont passés par la ville de Québec, soit qui sont originaires ou dans le cas d'Isita et autres, ont passé par la ville. Ce matin, je sais pas si on a des descendants qui vont lever la main. On parle de Thomas Neil Cream. Lui, c'est un tueur en série, mais il n'est pas originaire de la ville de Québec. Non, il est né en Écosse, à Glasgow. OK. Mais c'est une famille irlandaise qui vit en Écosse. Mais à l'âge de 4 ans, il déménage à Québec. OK, très jeune. Il va vivre la moitié de sa vie à Québec. OK, quand même. C'est quand même quelqu'un imprégné de la ville de Québec. Parlait-il français ou à l'époque, on pouvait vivre en anglais dans la ville facile? On pouvait vivre en anglais, à Ouais. l'époque où 40% des gens sont anglophones Ouais. à Québec, puis on peut vivre. Son père est recruté pour travailler dans le chantier naval Gilmore. Alors, la famille déménage à Sillery. À cette époque-là, presque tout le monde est anglophone à Sillery. Il travaille dans le domaine du bois. C'est un père qui est vite en affaires. Alors, rapidement, il va s'associer à quelqu'un d'autre. Il va faire fortune. Ouh. Et là, il va déménager de Sillery sur la rue d'Artigny. C'est pas loin de l'Assemblée nationale, le parc de la francophonie. OK. Il y a un Subway aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait des belles maisons. Pas juste sur la Grande Allée, qui est des maisons qui ont été détruites pour faire place au bureau du premier ministre, mais même sur cette rue-là. Alors, il y a les édifices du gouvernement, là, ils ont détruit des belles maisons. Alors, c'est un quartier très, très riche. Donc, il a déménagé là après avoir fait fortune. Oui, son père a fait fortune. La famille déménage là. Il s'implique, la famille, dans l'église presbytérienne Chalmers, qui existe toujours dans le Vieux-Québec, sur la rue Sainte-Ursule, dans le haut là, de la rue Sainte-Ursule. Et le jeune Thomas chante à l'église et donne des cours de Bible le dimanche aux jeunes. Alors, c'est quelqu'un, on dit que ce jeune-là, il était travaillant, bon chrétien. Il va commencer à travailler dans un chantier naval Baldwin, dans Saint-Roch, pas loin d'ici, le long de la rivière Saint-Charles. Alors, on ne dit que des bonnes choses sur lui. Et à 22 ans, il va quitter Québec pour aller vers Montréal parce qu'il veut étudier en médecine en anglais, OK. à McGill. OK. Et là, il va être là 4 ans pour obtenir son diplôme de médecine. Il va faire une thèse sur le chloroforme, quelque chose qu'il va utiliser dans un de ses meurtres plus tard. Et on dit de lui, lors de son passage à McGill, qu'il avait mauvaise réputation. Il était fanfaron, fantasque, dépensier. Il y avait des vêtements et des bijoux là, coûteux qui sortaient de l'ordinaire. Il aurait mis le feu à son logement pour toucher des assurances. Et il prenait beaucoup de drogue, dont beaucoup de cocaïne. Alors, c'est la réputation qu'il a eue à McGill. Alors, là, c'est plus la même réputation de Québec. On sent un changement dans le personnage. C'est plus le petit chrétien parfait qui prêche. Non. Là, on est ailleurs. Puis pendant ses études, il va charmer une jeune fille qu'il rencontre à Montréal. Flora Brooks, c'est la fille d'un aubergiste de Waterloo en Estrie, qui est très riche. Son père est riche. Il va la charmer. Elle va tomber enceinte de lui. Comme il est médecin, il va l'avorter. Ça va laisser des séquelles. Alors, elle va être très, très affectée, cet avortement-là. Et quand son père, à Flora, va apprendre ça, il va forcer le couple, en tout cas le couple, entre guillemets, à se marier. Alors, ils vont se marier, mais rapidement, il dit à la famille, à Flora, « Je dois aller à Londres, en Angleterre, parfaire mes études, mais je vais revenir. » Et pendant qu'il est en Angleterre, il envoie des lettres à son épouse avec des cachets à prendre. Comme médecin, il lui suggère de prendre ces cachets-là, et elle va mourir. Et on se doute, là, le médecin, il n'y avait pas de preuve, mais le médecin là, qui l'a soignée lorsqu'elle est morte,
avait déjà un doute là, qu'elle aurait été empoisonnée. Par ces cachets-là. Oui, de son mari. Oh my God. Il revient au Canada, cette fois-là toujours à London, mais Ontario. Pas tout Et à fait là, la il même chose. ouvre un cabinet de médecine, mais où il spécialise aussi dans l'avortement. OK. Et là, il a failli être arrêté à London parce qu'on trouve dans les latrines, les bécosses, là, les toilettes sèches derrière son cabinet, on trouve une de ses patientes qui est décédée. Et là, il y a une enquête, puis il réussit à peut-être corrompre des gens, mais finalement, on dit que c'est un suicide. Mais Thomas va déménager rapidement, va quitter le Canada et va aller vers Chicago. OK. Là aussi, il ouvre un cabinet de médecine, mais dans un quartier pauvre où il y a beaucoup de prostitution. Et il va spécialiser encore dans l'avortement. Et là, une de ses patientes meurt. Il y a une enquête. On ne réussit pas à faire le lien, mais c'est proche. Une autre de ses patientes meurt suite à son avortement qu'il a fait. Une autre encore meurt suite à des cachets qu'il a donnés pour avorter. Mais... oui, des avortements, ça crée beaucoup de morts, mais on va se rendre compte que peut-être que lui, ça lui faisait plaisir avec ses clients. Ah, sa moyenne est peut-être trop élevée là, quand même. Oui, Là, t'sais. mais finalement, il va se faire prendre, pas pour la mort d'une cliente, mais pour la mort du mari d'une de ses maîtresses, à qui il a prescrit des cachets pour le soulager de certaines douleurs. Alors, il voulait se débarrasser du mari. Et là, la police va faire le lien. Il va être arrêté à Chicago. Il va avoir un procès, prison à vie. On va l'emprisonner. Il va passer 10 ans en prison à Chicago et après 10 ans, on va le relâcher. Il va être pauvre, puis on disait qu'il avait peut-être plus tout sa tête. 1891, qu'est-ce qu'il fait? Son père est mort il y a quelques années. Son père était riche. Alors, il décide de revenir à Québec. Il va aller vivre plusieurs semaines chez son frère dans le but de toucher une partie de son héritage. Il ne pourra pas tout toucher, mais il va toucher une partie. Il va quitter pour Londres, mais il va revenir l'année après, en 1892, pour toucher encore plus d'argent. Et on dit que là, à ce moment-là, il vivait à l'hôtel Blanchard, un hôtel avec une semi-réputation à la Place Royale. OK. Et il va faire il va aider différentes personnes, le chef de police de Québec, mais c'est toujours un peu louche ce qu'il fait pour retourner finalement à Londres, ouvrir une clinique d'avortement dans le quartier de Lambeth à Londres, un quartier pauvre de prostitution, encore une fois. Et là, une mort, une autre mort, mais finalement, c'est pas ça qu'il va faire, qu'il va se faire prendre. C'est qu'il écrivait aussi des lettres pour faire chanter les gens, dont des gens de la haute société de Londres qui, lui, savait qu'un tel duc avait été avec telle prostituée, parce qu'il soignait la prostituée. Alors, il envoyait des lettres de chantage. Puis quand la prostituée mourait, ben là, il menaçait le duc, par exemple, de le dénoncer à la police car il aurait tué la prostituée pour la faire taire. Mais dans ses lettres, il disait des détails que seul le tueur pouvait savoir, ce qui fait qu'il va se faire prendre de cette manière-là. On l'arrête. 1892, tout va vite. Il n'a pas été longtemps à Londres, mais il va marquer l'empoisonneur de Lambeth va être son surnom. Les journaux, on va parler de lui parce que quelques années avant, on avait connu Jack l'Éventreur qui tuait des prostituées à Londres. Oui, effectivement. Jack l'Éventreur qui n'a jamais été pris. Et il y a eu différentes rumeurs, donc ça serait peut-être quelqu'un de la famille royale britannique. Alors, c'est sûr que quand on parle d'un nouveau tueur en série, l'empoisonneur de Lambeth, bien là, tous les médias, puis tout le monde de Londres et d'Angleterre, puis même d'ailleurs, on va en parler. Ce qui fait que Scotland Yard, la police de Londres, quand ils vont l'arrêter, ils vont décider de mener une forte enquête pour être sûr que cette fois-ci, il ne se faufile pas à travers les mailles de la justice. Ils vont même envoyer un enquêteur en Amérique. Il va aller à Chicago, il va aller à London, Ontario, Montréal, parler aux gens qui ont étudié avec qui il a étudié à McGill, les enseignants, ce qui nous permet d'avoir plein d'informations, ce que j'ai dit tout à l'heure. Puis il va même venir à Québec, l'enquêteur, puis il va rencontrer un Ontarien qui a vécu à l'hôtel Blanchard en même temps que Thomas. Et cet Ontarien-là va lui dire que lors d'une soirée sûrement très arrosée, Thomas s'est vanté de tuer des gens, des femmes de la basse société, alors c'est plus dur à retrouver. Et il aurait montré ses fioles de poison dans un étui.
Il donne la description parce que cet Ontarien-là va aller au procès à Londres et c'est les mêmes descriptions. Et ce qui fait qu'il va être condamné pour 10 meurtres et 2 tentatives de meurtre. Tu me posais hors d'onde, est-ce qu'il a tué à Québec? Ouais. Dans ces 10 meurtres-là, il n'y en a pas. Mais lui se serait vanté à l'hôtel Blanchard d'en avoir tué 2 à Québec, puis peut-être plus. Ouais. Et on sait que sa belle-mère, la deuxième femme de son père, alors c'était pas sa mère, était vivante lorsqu'il vient à Québec en 1891 et 92, et elle avait une bonne santé, elle est morte rapidement. Alors, il y avait des doutes là-dessus aussi. Arrêtez de prendre ses cachets, c'est Ouais. ça? Quand il te donne une prescription, prends-la pas! Non, qu'on n'est pas sûr, touche pas à ça. Qu'on dit de ne pas prendre des pilules qui sont pas à nous dans l'armoire. Surtout pas celle de Thomas Neal Cream. Et il va être condamné finalement à être pendu en 1892. Alors, ça n'a pas laissé grand temps à Londres. Là. Il était là quelques mois, mais il a fait des ravages. Et c'est une époque où on vient juste d'interdire les pendaisons publiques. OK. Alors, il va être pendu dans la prison, mais on dit qu'il va y avoir plus de 5000 personnes à l'extérieur de la prison. Pour te montrer là, comment que, ce procès-là a fait beaucoup parler. Et il va être pendu. Et 10 ans plus tard, en 1902, le bourreau va mourir. Et il y a une rumeur qui circule comme quoi que Neil, là, au moment où il va être pendu, là, au moment que la trappe va s'ouvrir, il aurait dit au bourreau « I am Jack » pour Jack l'Éventreur. Alors là, la rumeur part en plus gros. On dit c'est le Jack l'Éventreur. Mais les historiens vont prouver que pendant que Jack tuait des gens à Londres, notre ami Neil était en prison à Chicago. Mais ça va faire parler. On dit que c'est le deuxième plus grand tueur en série du 19e siècle. Puis on dit que c'est le plus pervers par ses types de meurtres, même plus pervers que Jack l'Éventreur. Et hélas, c'est presque un produit de Québec. Ouais. Je ne sais pas si c'est à cause de la ville de Québec ou de l'autre Québec. Mais il a vécu de 4 à 22 ans à Québec. Puis après, il est revenu 2 fois vivre à Québec plusieurs semaines et mois à la ville de Québec. Je présume que c'est impossible de répondre à ça, là, mais y a-t-il une motivation précise derrière ça ou c'est juste de la maladie? Sûrement maladie mentale et drogue. Ouais. Et on dit qu'à cette époque-là, il y a beaucoup de tueurs en série qui ont étudié en médecine. Pour bien connaître le corps humain, savoir tuer les gens, pas se faire prendre. Puis les étudiants en médecine font des choses. McGill, c'était reconnu illégal. Déterrer des cadavres pour se pratiquer. À cette époque-là, c'était reconnu à McGill. Alors, il peut y avoir des liens. Est-ce que... il a décidé de faire la médecine pour les bonnes raisons ou pas les bonnes raisons. Est-il tué avant McGill, si on ne le sait pas? Mais il choisissait des victimes, souvent les prostituées, des jeunes filles qui venaient de la campagne, qui avaient rompu avec leur famille, ou pour les familles, elles étaient déjà disparues. Ouais. Alors, c'était plus facile là, d'éviter la police, des plaintes contre lui. Thomas Neal Cream, donc tueur en série qui a vécu 18 ans à Québec quand même. J'en savais rien, Simon Carreau. Comme à chaque fois, j'en apprends énormément et c'est toujours tellement intéressant. Merci de prendre le temps de nous raconter ces histoires-là. C'est toujours le fun. Salut, bonne journée. Salut. Bye-bye. 7h05, 8h déjà et voilà, ça m'a changé d'en face.